On va corriger l'examen 2017 de programmation orientée objet. Les questions de cours. Première question. Quelle est la différence entre une boucle while et une boucle do while? Dans une boucle while, le test est effectué au début de la boucle. Dans une boucle do while, le test est effectué à la fin de la boucle. Par conséquent, dans une boucle do while, on est sûr qu'au moins la boucle sera exécutée une fois, la toute première fois. Deuxième question, citer un type de passage de paramètres à une fonction C++, en l'expliquant. On a trois modes, le passage par valeur, le passage par adresse ou par pointeur et le passage par référence. Dans le passage par valeur, la fonction appelante transmet une copie des variables qu'elle utilise pour l'appel à la fonction appelée. Cette fonction va détruire cette copie à la fin de son exécution. Les variables utilisées lors de l'appel ne sont pas modifiées. Troisième question, quel est l'intérêt de l'héritage en C++? L'héritage permet de définir une nouvelle classe à partir d'une classe déjà existante. Cette nouvelle classe va hériter des attributs et des fonctions membres de la classe. L'intérêt est de réutiliser des classes déjà existantes et de factoriser le code dans la classe mère afin de ne pas le réécrire dans toutes les classes dérivées. Ça permet la réutilisabilité du code. Quatrième question, citer une différence entre une structure et une classe en C++. Les classes et les structures peuvent comporter des champs. Les variables de type classe et de type structure comportent des champs ou des attributs. Par contre, les variables d'un objet peuvent être protégées. Ce n'est pas le cas des champs d'une variable de type structure. C'est la protection des données ou l'encapsulation qui n'existe pas pour les structures. Dernière question, C++, à quoi peut accéder une fonction amie d'une classe? Une fonction amie peut accéder à tout dans la classe dont elle est amie, les fonctions membres et les données membres qui sont publiques, privées ou protégées. Premier exercice. L'énoncé est le suivant. On nous demande d'écrire un programme C++ qui déclare et définit une fonction membre, ou plutôt une fonction absol. Donc cette fonction va recevoir en argument un flottant et va renvoyer sa valeur absolue. Puis on va déclarer deux entiers n et m. On va créer un tableau tab de n lignes et de n colonnes et on va remplir ce tableau. Par la suite, on souhaite calculer la somme des éléments de ce tableau et le stocker dans une variable somme, la somme des valeurs absolues de ce tableau, des éléments de ce tableau. Et enfin, déclarer un pointeur ptab vers un réel, l'initialiser avec l'adresse du premier élément de tab et puis afficher le tableau tab en utilisant le pointeur ptab. Première question donc, déclarer une fonction absol et la définir. Donc cette fonction va nous renvoyer un float, elle s'appelle absol et elle va recevoir en argument un float également. Là, c'est sa déclaration. On va copier son prototype pour la définir. On va donner un nom à son argument. Tout simplement, on va renvoyer -x si x est négatif. Donc, if x strictement inférieur à 0. On va renvoyer -x. Sinon, on va renvoyer tout simplement x. Donc si x est positif ou nul, sa valeur absolue est égale à x. Voilà pour la fonction absol. On doit déclarer deux entiers n et m et un tableau tab de n lignes et de m colonnes. Alors ici, il faut faire attention. On doit déclarer notre tableau après la lecture des valeurs de n
et de m. Donc on va déclarer deux entiers n et m. Sinon, le compilateur va créer... Alors, pardon, on va le faire à l'intérieur de la fonction main. Puis, on va lire les valeurs de n et de m. On va d'abord afficher un message qui va nous indiquer qu'on est en train de lire ces valeurs. Tout d'abord, n égale. Et puis on va faire la même chose pour m. Maintenant, on va lire les valeurs de n et de m avec un cin. Donc un cin pour n et un cin pour m. Voilà. Et une fois qu'on connaît les valeurs de n et de m, on va créer notre tableau. Donc le tableau s'appelle tab. Alors ça va être un tableau de flottant. Donc on va écrire float tab avec n ligne et m colonne. Si on avait écrit cette instruction avant la lecture de n et de m, là on créerait un tableau qui aura des dimensions différentes. Alors maintenant on doit parcourir, plutôt remplir ce tableau à partir du clavier. Donc une question classique. Donc on va parcourir les lignes et les colonnes. Les lignes en allant de 0 à n-1 et les colonnes en allant de 0 à m-1. Donc là, i strictement inférieur à n. Tant qu'on est en dessous de m, on continue de parcourir. Alors la même chose pour le j, sauf qu'ici, on va s'arrêter à m et on va incrémenter. Donc s'arrêter à m-1. On va d'abord afficher un petit message pour nous dire qu'on est en train de lire la valeur tab ij. Donc on va écrire tab, parenthèse, plutôt crochet ouvrant, la valeur de i, on ferme, on ouvre de nouveau, la valeur de j, on ferme, on met un égal, et puis on va mettre un cin pour lire tab de ij. Voilà pour la lecture de ce tableau. Donc, une fois que les deux boucles seront parcourues, on aura rempli notre tableau. Puis on souhaite calculer la somme des éléments des valeurs absolues de ce tableau et on va les stocker dans une variable somme. Donc on déclare une variable somme. Bon, ici la variable somme, on peut la déclarer plus haut. Donc on va écrire float somme et on va l'initialiser à 0. On va reprendre les deux boucles. Voilà. Sauf qu'ici, on va tout simplement écrire que somme est égal à somme plus tab ij. Donc cette écriture est équivalente à l'écriture somme égale somme plus. C'est l'opérateur qu'on a vu en cours. Alors ici, ça sera l'appel de la fonction absol sur l'élément tab ij. Enfin, on nous demande de déclarer un pointeur ptab vers un réel et puis de l'initialiser avec le premier élément. Donc là, le pointeur sera de type float étoile. Il va s'appeler ptab. Alors attention, il est d'un type différent de celui du tableau.
Donc, le tableau est un double pointeur vers un float, alors que ptab est un pointeur simple. On doit faire une conversion de type. Donc, on va dire que ptab, pour l'initialiser avec le premier élément, on va caster. Alors, le type auquel on souhaite le convertir est bien sûr float étoile, c'est son type. Et la variable en question est la variable tab. On a vu que le nom d'un tableau est le premier élément de ce tableau. Puis on nous demande d'afficher les éléments du tableau tab en utilisant le pointeur ptab. Alors là, on aura un seul indice, on créera une boucle avec un seul indice. Par contre, l'indice va parcourir n fois n, puisqu'il y a n et m colonnes. Donc on va s'arrêter si n est égal à n moins m moins 1. n fois m moins 1, pardon. Tant que i est inférieur à n fois m, on continue et on incrémente notre i à chaque fois. Et là, on va afficher ptab de i avec un cout. Et après, on va laisser un espace de tabulation. Donc on va mettre anti/t pour laisser un espace. Voilà, on a terminé, on compile. Ça prend un peu de temps. La machine n'est pas très puissante. Voilà, c'est terminé, il n'y a pas d'erreur. On teste. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'on a inclus le mauvais fichier dans le projet. Donc on va afficher l'explorateur. Alors, voilà, manager. On va exclure et on va inclure celui-ci. Bon, il s'appelle Exo3, mais c'est pas grave. Bon, ce qu'on peut faire, c'est de copier tout ce contenu, d'aller vers Exo1, de copier tout le contenu, de sauvegarder et de réactiver Exo1. On va mettre Enable All, both. Voilà, on recompile. Alors là, il nous dit qu'il y a une erreur. On va voir le message en question. Donc on va voir les logs. Namelook. Alors il y a un problème pour le i. Effectivement, on n'a pas déclaré la variable i. On recompile. Alors là également. Donc là, on parle de J, mais là, le test se fait sur I. On recommence. Des petites erreurs de frappe. Alors là, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors là, on a oublié de fermer les accolades.
plutôt les crochets. On attend que ça se compile. Voilà, il n'y a pas d'erreur, on exécute. Il nous demande le nombre de lignes, on va mettre 2 lignes. Le nombre de colonnes, on va mettre 3, donc 6 éléments en tout. Donc on va mettre une suite de nombres. On va mettre comme -6 pour le dernier. Donc il nous calcule la somme. Et là, il devrait nous afficher notre tableau, les uns derrière les autres. Il y a une erreur. Alors, peut-être qu'il y a un problème dans l'exécution. On revoit notre boucle, int i inférieur à n fois m i plus plus. On a bien initialisé ptab avec l'adresse de tab. Bon, on réexécute. On va voir. On va mettre cette fois-ci 2 lignes, 2 colonnes. Où est le problème? Alors ptab est bien un flottant, un pointeur vers un flottant. Ici, est-ce qu'on doit mettre tab entre parenthèses? Où est-ce qu'on a déclaré notre tableau tab? Voilà, c'est un tableau de flottant de 1 ligne et de m colonnes. int est initialisé à 0. Alors, est-ce que c'est le n fois m? On recompile. On réexécute. Toujours 2 lignes, 2 colonnes. Je pense que l'erreur était ici. Là, on doit mettre un J. Là, la boucle était une boucle infinie. On recompile. Bon, c'est des erreurs qui arrivent quand on fait des copier-coller et qu'on ne change pas toutes les variables. Voilà, on exécute. 2 lignes, 3 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc on affiche tous les éléments de notre tableau avec le pointeur PT. Deuxième exercice. On souhaite écrire un programme qui va lire et afficher un tableau d'entier. Le trier plutôt que lui l'afficher. Donc on crée un tableau dynamique avec une variable n. On lui alloue un espace mémoire. On le replie au clavier. On le trie et on l'affiche par ordre croissant.
Donc ce tableau va s'appeler PT. On va afficher de nouveau nos fichiers, donc avec le manager. On va désactiver celui-ci et activer le deuxième. Voilà, on va zoomer un peu. Alors on va créer notre pointeur PT. Donc c'est un tableau d'entier. On va dire int étoile PT. Avant ça, on va créer une variable n pour lire le nombre d'éléments du tableau. On va lire la valeur de n et puis on va allouer dynamiquement un espace mémoire. Alors, un c'est in pour n. C'est in. Et là, on va lire n. Et puis, on va allouer dynamiquement avec l'opérateur new. Donc, pt égale new, int, n, case mémoire. On va remplir le tableau avec une boucle for. On s'arrête à l'indice n-1, donc i strictement inférieur à n. On incrémente notre i, et puis on va afficher un petit message pour dire qu'on est en train de lire le im élément. Donc on va dire pt de i. Voilà, on ferme la collade et on lit notre variable. Alors ici, on va inverser le signe. Et là, on va lire pt de i. Voilà, donc là on aura rempli notre tableau. Maintenant on va le trier. Alors pour le tri, il y a plusieurs algorithmes. L'algorithme que je vais utiliser s'appelle l'algorithme du tri à bulles. L'idée c'est de parcourir le tableau de gauche à droite une première fois, de trouver le plus grand élément et de le mettre tout à fait à la fin. De parcourir le tableau une deuxième fois pour les n-1 éléments restants, de gauche à droite également, de trouver. Donc à chaque fois on trouve le premier élément des éléments, le plus grand élément des éléments restants du tableau. Donc c'est comme des bulles qui remontent à la surface d'un liquide. Les plus légères ou les remontent, là c'est les plus grandes valeurs qu'on recherche. Donc on va créer une boucle for pour indiquer l'indice où on va s'arrêter. Donc la première fois on va s'arrêter à la dernière case, mais la comparaison on va la faire entre l'avant-dernière et la dernière. Donc notre variable qui va être l'indice va être initialisée à n-1. Donc on va continuer à comparer comme ça. Donc le dernier élément qu'on comparera, c'est donc le premier qu'on comparera avec le deuxième, quand on aura trié tous les éléments et qu'il ne nous restera que des éléments. Donc là, on va mettre i strictement inférieur à 1, plutôt strictement supérieur à 1, puisque là, on va aller en valeur décroissante. Donc on va commencer par n-1, puis on va continuer comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à la case d'indice. Donc là, on va créer deux accolades, on va créer une deuxième boucle.
Et là, ça sera le deuxième indice. Donc le J. Donc on va commencer par l'indice 0. Et on va continuer jusqu'à la case d'indice I. Donc est-ce qu'on est en dessous de l'indice I qui est plus haut. Donc du coup là on aura 0. Donc pour la première case on va la comparer avec la deuxième. Et là on va incrémenter notre J. Et puis on va faire le test. Si la case d'indice J est supérieure à la case d'indice J plus 1, on va les permuter. Donc if, donc notre pointeur s'appelle PT, PT de J est strictement supérieur à PT de J plus 1. Donc là on va permuter, on va mettre PT de J dans une variable temporaire. Donc on pourra la créer ici, on va l'appeler temporaire. Voilà. Donc on va avoir temporaire qui va recevoir PT de J pour qu'elle ne soit pas écrasée. Maintenant, une fois que PT de J est sauvegardé, on pourra l'écraser. On va dire que PT de J va recevoir PT de J plus 1. Et là, ça sera le rôle de PT de J plus 1 de recevoir la valeur de PT de J qui a été stockée. PT de J. Donc là, les trois boucles, plutôt les trois accolades. Donc on aura terminé. Maintenant, on va afficher le tableau trié. On va refaire une boucle for. Et là, on va afficher PT de I en laissant une tabulation par la suite. Voilà. Donc là, comme je l'ai dit, on va commencer avec, pour la toute première fois, donc on va commencer de 0 et aller jusqu'à n-1. Donc n-1, c'est la dernière case. Donc là, comme c'est un inférieur, on va s'arrêter à n-2. Donc on va comparer la case n-2, l'avant-dernière, avec la dernière case n-2. Ainsi de suite. Donc la dernière valeur de I, ça sera 1. Donc là, J égale à 0 et J inférieur à 1. Donc il y aura deux valeurs, une seule valeur, pardon, J égale à 0. On va comparer la première case avec la deuxième. On compile. Alors, il nous dit qu'il y a une erreur. Donc, INT, I, allant de n-1, I supérieur à 0, là c'est un point virgule. On recompile de nouveau. Là également, un point virgule. En fait, dans mon clavier, la touche point virgule affiche, vu que c'est un ancien clavier QWERTY. Voilà, il n'y a pas d'erreur. On exécute. Donc on va créer un tableau par exemple de 5 éléments. On va mettre des valeurs aléatoires. Voilà, donc il nous a créé le tableau dans l'ordre. Bon, là il y a des valeurs qui se répètent. On va le réexécuter avec des valeurs différentes. Donc toujours 5. On va mettre 22. 1, 3, moins 4 et 2. Voilà, donc le tableau est bien trié dans l'ordre croissant. Voilà pour le deuxième exercice. Le dernier exercice est un exercice qui va porter sur les classes. Un exercice assez simple également. Donc on revient à notre
Manager, on désactive l'exo 2. Alors dans Option, Disable Both, et on va activer le 3. Enable Both. On va fermer ces deux fichiers et ouvrir celui-ci. On va tout supprimer sauf le mail. Voilà. Alors là, on va mettre return 0. Donc dans cet exercice, on souhaite déclarer une classe appartement qui va modéliser des appartements, un appartement. Donc écrire en C++ la classe appartement qui comporte les membres suivants. Alors des variables membres protégés, protected, l'étage, et MBPS, le nombre de pièces de type INT. La superficie qui est un flottant, on peut avoir une superficie avec virgule. Des variables privées, l'adresse, un tableau de 40 caractères, et la ville, un tableau de 20 caractères. Puis on souhaite déclarer deux fonctions publiques, initApart et afficheApart. InitApart peut modifier un objet de la classe appartement en recevant ses valeurs du clavier, et la fonction afficheApart qui va nous afficher l'objet. Donc elle va nous dire adresse égale, appartement plutôt superficie égale, ainsi de suite. Puis un constructeur sans argument et un constructeur avec argument. Alors, le constructeur sans argument doit tout initialiser à 0 et le constructeur avec argument initialiser avec les arguments qu'on lui donne. Puis dans le programme principal, on va créer deux objets, appart 1 et appart 2. Appart 1 avec le constructeur sans argument et appart 2 avec le constructeur avec argument. Puis on va utiliser la fonction initApart pour modifier appart 1. On affiche les deux objets. Alors les questions 8-9, c'est des questions auxquelles on va répondre verbalement, puis apporter les modifications nécessaires. Donc on va d'abord créer la classe appartement. Donc ça se fait à l'extérieur du mail. Donc tout d'abord, des variables membres protégées, donc protected. Alors, donc tout d'abord les variables entières, l'étage, premier 0 pour le rez-de-chaussée, 1 pour le premier, ainsi de suite, et le nombre de pièces. Alors aussi des variables flottantes, la superficie. On peut avoir une superficie avec virgule. Après des variables privées, donc on va changer d'étiquette de protection, private. Et là on va avoir deux tableaux, deux chaînes de caractères. Donc le premier c'est l'adresse, donc un char, adresse qui va comporter 40 caractères pour l'adresse, et aussi un tableau de caractères pour le nom de la ville avec seulement 20 caractères. Bon, le nom de la ville est moins court, c'est pour ça qu'on a réservé 20. Alors le reste c'est des fonctions publiques. Donc tout d'abord la fonction affiche init, et les fonctions init et affiche, c'est des fonctions qui ne reçoivent pas d'arguments et qui nous renvoient rien. Donc on va mettre initApart. Donc initApart va recevoir ces données du clavier et modifier l'objet sans rien renvoyer. Et la fonction afficheApart également qui va afficher l'objet. On les a déclarés à l'intérieur. On va faire une définition déportée à l'extérieur. On va copier le prototype d'initApart. On va donner le nom complet. Là, on doit rajouter le nom de la classe appartement, 4 points. Et puis, on supprime le point virgule et on ouvre les accolades. Donc là, l'initialisation, on va lire les valeurs à partir du clavier et enregistrer ces valeurs sur l'objet courant. On va afficher à chaque fois le nom de l'attribut qu'on souhaite modifier. On va le faire dans l'ordre où les attributs ont été déclarés. Donc, tout d'abord l'étage. Donc là, on va lire la variable
étage et la mettre dans la variable étage. Donc là, avec le cin, le résultat sera stocké directement dans étage. Bon, on va faire la même chose avec les autres variables. Même pour les chaînes de caractères, on peut les lire directement avec les flows cin, c'est faisable. Donc après, ça sera le nombre de pièces. Donc là, on aura un de pièces. Après la superficie. Donc, il nous restera l'adresse et la ville. On lit l'adresse. Et enfin, la ville. Donc ça permet de modifier un objet qui a été déclaré. On va faire la même chose pour l'affichage. Au lieu de mettre des cin, on n'aura que des cout. On recopie. Donc là, au lieu de mettre init apart, on va mettre affiche apart. On va mettre 2 points pour avoir directement la fonction en question. Donc on va mettre cout. Là, j'affiche l'objet courant. Donc l'étage. Et je fais un saut de ligne. Je vais copier tout ça et le coller à la fin de chaque cout. Alors le nombre de pièces. La superficie. L'adresse. Et enfin, la ville. Là, on va afficher tous les attributs de l'objet. On va maintenant déclarer et définir les 2 constructeurs. Le premier est sans argument. Il n'y a pas de type de retour. Il s'appelle aussi appartement. Il ne reçoit aucun argument. Et le deuxième avec argument, donc appartement. On va voir les variables membres qu'on a. 2 entiers, un flottant et 2 tableaux. Donc on va mettre ces variables-là dans l'ordre. 2 entiers, un flottant et 2 tableaux de caractères, des chars étoiles. Alors, le constructeur avec argument, on ne sait pas trop ce qu'il y aura dans un objet qui sera créé comme ça. Bon, on pourra mettre des valeurs vides ou nulles. On va définir le constructeur avec argument. Donc on n'oublie pas de mettre le nom de la classe, même pour le constructeur. Et on fait la même chose pour le constructeur sans argument. Donc là, on pourra dire que toutes les variables sont nulles. Donc on va dire étage
égale 0, NB pièce égale 0, superficie égale 0. Alors attention, pour l'adresse et la ville, on doit utiliser string copy. Donc pour l'adresse, on va mettre une chaîne de caractères vide. Et pour la ville également, on va mettre une chaîne de caractères vide. Alors pour le constructeur avec argument, on va donner les mêmes noms. Donc pour le premier, ce sera l'étage. Pour le deuxième, ce sera le nombre de pièces. Pour le troisième, ce sera la superficie. Le quatrième, c'est l'adresse. Et le dernier, ce sera la ville. Et on va utiliser le pointeur this pour ne pas confondre le nom de ces arguments avec ceux de donc on va écrire que le champ qui porte le nom en question va recevoir la variable qu'on donne en argument. On utilise la flèche parce que this c'est un pointeur. Donc on va commencer par exemple par l'étage, dire que la variable membre étage reçoit l'argument étage. On copie comme ça. Et on va écrire que la variable membre NB pièce reçoit aussi l'argument NB pièce. Même chose pour la superficie. Superficie. Alors il nous reste maintenant l'adresse et la ville. On va utiliser la fonction string copy. Donc, on va mettre par exemple pour l'adresse, on va mettre l'adresse qu'on aura transmise au constructeur. Là également, on va mettre la ville. Et là, on va mettre la ville. On n'oublie pas d'inclure la bibliothèque string.h pour pouvoir utiliser string copy. Bibliothèque C. .h. Voilà. Alors maintenant, on nous dit donc de créer deux objets, appart 1, appart 2. Donc appart 1 avec le constructeur sans argument et appart 2 avec le constructeur avec argument, de modifier appart 1 puis d'afficher les deux. Donc on va créer les deux variables. Donc pour appart 1, on va utiliser le constructeur sans argument, mais pour appart 2, donc on va donner les valeurs. Donc tout d'abord l'étage, on va dire par exemple qu'on est au 5e étage, que c'est un 5 pièces, que sa superficie est par exemple de 120,3 mètres carrés, qu'il est situé à la nouvelle ville. Alors là je ne mets pas d'espace, puisqu'on peut avoir des problèmes à cause de ça, et qu'on est à Constantine. Voilà. Donc pour les deux. Puis on va modifier appart 1 en appelant la fonction. Alors appart 1, on l'a créé avec un seul P. Avec la fonction init appart.
Voilà, et puis on va afficher les deux. On va dire affiche plutôt appart 1 et afficher appart 2. Bon, on va commencer avec appart 2 pour qu'on ne répète pas la même chose qu'on vient de saisir et refaire la même chose avec appart 1. Voilà, on compile. Alors, il y a une erreur. Bon, on va afficher le log et voir ce qu'il nous dit. Une histoire de point virgule et d'accolade. Effectivement, on a oublié le point virgule ici. On recompile. Alors même chose, une histoire de point virgule également. Bon, c'est des déclarations, on doit les terminer par des points virgules. Ça a l'air de marcher, on exécute. Donc là, on va remplir, plutôt modifier le premier objet à part 1. Donc on va dire qu'on est au rez-de-chaussée ou au 3e étage, qu'on a 3 pièces, qu'on a une superficie de 70,4 mètres carrés, qu'on est à Cinéma Baroque et qu'on est toujours à Constantine. On affiche nos deux objets. Donc le premier objet, 5e étage, F5, superficie de 120 mètres. On est à la nouvelle ville. Et voilà les informations pour le deuxième. Donc tout s'exécute comme prévu. Maintenant, deux autres questions. Est-ce que l'instruction appart 1.étage provoque une erreur de compilation avec un cout? Et aussi l'instruction appart 1.adresse. Donc on va tester ça. Bon. Et puis on va voir ce qui se passe et dire pourquoi ça se passe comme ça. Donc on va écrire cout. Donc appart 1. Donc pour le premier étage et pour le deuxième. Appart 1. Point adresse. Voilà, on recompile. Bon, a priori, on aura une erreur. Donc pour la première. Alors si on regarde la protection de la variable étage. Étage est une variable protégée. Une variable protégée est accessible par la classe dérivée, mais elle n'est pas accessible de l'extérieur. Dans le main, on est à l'extérieur de la classe. La fonction main n'a pas accès à cette variable-là. Donc, il va nous dire qu'il y a une erreur. Ici. Alors ça sera la même chose pour la variable adresse qui est privée. Donc là, même la classe dérivée ne pourra pas accéder. Alors, rajouter des fonctions membres qu'il faut à la classe pour pouvoir afficher les attributs étage et adresse. Là, au fait, on doit rajouter deux getters. Les getters sont des fonctions membres qui vont récupérer les variables membres et les afficher. Donc on va venir ici. On va d'abord définir une fonction getter pour l'étage.
Donc là, elle va nous renvoyer un entier. Donc on va l'appeler getEtage. Et puis une fonction membre pour récupérer l'adresse. Donc là, elle va nous renvoyer une chaîne de caractères. Et on va l'appeler getAdresse. On va les définir. Donc on va venir à l'extérieur. Donc pour le getEtage, donc notre classe s'appelle appartement. 4 points. On va mettre getEtage. On va tout simplement écrire return étage. Donc on renvoie l'étage. Alors la même chose pour l'adresse. getAdresse. Donc on va renvoyer l'adresse de notre... Alors ici, donc au lieu d'afficher, on va appeler notre fonction sur appart1. Donc on va mettre tout d'abord getEtage. Et puis on va mettre getAdresse. On recompile. Alors là, qu'est-ce qu'il nous affiche comme erreur? Donc apart1 was not declared in this scope. Alors est-ce qu'on a bien défini nos fonctions? Appartement, getEtage. Oui. Et apart1, getAdresse. On va revenir à l'intérieur. On n'a pas déclaré au bon endroit. Alors c'est des fonctions membres publiques. Donc elles s'appellent getEtage et getAdresse. Alors, ah oui, appart. Donc là, en fait, c'était avec un seul P. Bon, on va recompiler. Bon, mais l'erreur qu'on a eue va ressortir. Voilà. On exécute. On modifie donc notre premier objet. Bon, je mets des valeurs quelconques. Donc là, on a bien 1 et SMK, le premier étage et SMK. Voilà, on a terminé. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt dans de nouvelles vidéos.